Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale Jeux Olympiques et cyber-menaces. En effet, à quel risque allons-nous être exposés? Dans quelle mesure le cyber-risque est lié à des représailles géopolitiques? Et comment se prémunir? Avec nos invités, nous tenterons d'y voir clair et vous expliquerons comment les forces de police et de gendarmerie, mais aussi le secteur privé, se mettent en ordre de marche pour assurer notre sécurité. Le numérique pour tous spécial vie numérique pendant les Jeux Olympiques. C'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour Général, donc la période des Jeux Olympiques s'annonce assez compliquée sur le terrain de la cybersécurité. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous nous dressiez peut-être un panorama de la menace cyber aujourd'hui en France. Oui, alors ce que les services de police et de gendarmerie ont observé sur les 5 dernières années, une augmentation de 42% du nombre de faits cyber, quelle que soit la typologie. Et on peut les classer en 3 grandes catégories. Pour 80%, des escroqueries sur le monde de l'Internet. Typiquement, un produit que vous allez commander, vous ne recevrez jamais, mais vous aurez été soulagé des quelques centaines d'euros, par exemple. Ça peut être davantage, bien sûr. Pour 10%, ce sont des atteintes aux personnes, tout ce qui concernait le cyberharcèlement ou également la pédopornographie en ligne. Et puis pour 10%, ce sont les atteintes au système de traitement automatisé des données qui sont vraiment les attaques les plus destructrices. Et c'est là où on peut citer notamment tout ce qui concerne les ransomware, les rançongiciels ou encore les attaques par déni de service par exemple. Donc on observe aujourd'hui quelque chose plutôt en augmentation et évidemment avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui arrivent à la fin d'année, c'est vraiment un sujet aujourd'hui sur lequel le ministère de l'Intérieur est particulièrement engagé. Donc on a connu, les services ont connu deux attaques assez importantes, d'une amplitude assez inédite cette semaine, avec notamment les services de l'État, mais aussi Pôle emploi. On arrive à identifier un petit peu le circuit qui est à l'origine de ce type d'attaque ? Alors il y a une enquête judiciaire aujourd'hui qui a été initiée avec une co-saisine entre la DGSI et également l'unité nationale cyber de la gendarmerie nationale concernant cette attaque cyber, notamment sur le RIE, qui est le réseau inter-administration. Donc s'agissant d'une enquête judiciaire, évidemment, on ne peut pas en dire davantage puisque ce sont des sujets qui sont vraiment liés aux enquêteurs et seul le magistrat pourra communiquer en la matière. Mais en tout cas, ce sont des enquêtes qui peuvent être longues, mais aujourd'hui, il y a tous les moyens qui sont mis en œuvre pour essayer d'identifier justement les origines. Est-ce que pour vous, l'amplitude des attaques va être de plus en plus importante et quelle pourrait concrètement être une attaque qui est définitivement fatale ou redoutable concrètement ? Alors, on peut imaginer effectivement qu'on aura une augmentation du nombre d'attaques. Enfin, si on reprend quelques éléments de la presse spécialisée, on parlait sur les Jeux Olympiques de Tokyo de 450 millions d'attaques cyber. Ça avait été déjà particulièrement plus important que ce qu'on a vu lors des Jeux Olympiques de Londres. Et on aura sans doute un coefficient multiplicateur important dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Donc oui, c'est un vrai sujet d'attention. Et la typologie des attaques peut être particulièrement variée. Mais quelles sont les cibles très concrètement Alors, il y en a plusieurs. Ça peut être directement les sites qui sont liés aux Jeux Olympiques, donc les sites qui vont accueillir les compétitions. Ça peut être les sites qui vont accueillir les athlètes, qui vont accueillir les délégations, qui peuvent accueillir les journalistes. Ça peut être aussi les sites qui sont en lien avec les infrastructures de transport sur Paris et ailleurs. Ça peut être tout ce qui est lié à l'énergie, qui peut alimenter les différents systèmes. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de très protéiforme. Et puis, on peut également aussi avoir, aujourd'hui, vis-à-vis de l'usager, des sites qui vont vendre des billets et justement faire l'objet d'un certain nombre d'arnaques et d'escroqueries. Alors, on imagine que les répressions vont être proportionnelles aux attaques, mais est-ce qu'on arrive déjà à identifier les gens qui commettent ces crimes et en termes de répression, qu'en est-il ? Oui, alors vous avez aujourd'hui, dans les enquêtes judiciaires qui sont menées, c'est important de déposer plainte parce qu'on arrive à interpeller des hackers de haut niveau. Je peux juste donner un exemple, puisque l'unité nationale cyber de la gendarmerie a interpellé dans un cadre international avec Europol, avec l'ANCA, la National Crime Agency et le FBI, Federal Bureau of Investigation, des individus qui appartiennent au groupe Lockbit. 3 ont été interpellés en Pologne et également en Ukraine. Et des infrastructures techniques de Lockbit ont été démantelées également par l'ensemble de ce consortium.
Et donc tout ça, ça fonctionne. Ce sont des enquêtes qui sont longues parce que ça nécessite une coopération policière. Ça nécessite aussi une coopération avec l'ensemble des services de justice des pays européens et hors européens. Mais ça fonctionne. Donc le dépôt de plainte, en tout cas si on peut donner un conseil, il est important parce qu'on peut aboutir et ça fonctionne. J'imagine que cette menace, elle remet un peu à plat l'organisation des ministères pour vous mettre en ordre de marche. Concrètement, quels sont les modes de coopération ? Alors oui, sur plusieurs segments, si on parle du segment au sein du ministère de l'Intérieur, par exemple, en termes de lutte contre la cybercriminalité, le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace a été créé le 1er décembre 2023, donc il est récent, ce qui permet d'avoir une structure globale qui à la fois traite d'une partie opérationnelle, d'une partie formation, d'une partie stratégie, et chacune des forces, police ou gendarmerie, conserve son entité spécifique en matière d'enquête judiciaire. Et sur le segment de la cyberdéfense ou la cybersécurité, c'est-à-dire protéger ses propres infrastructures, le service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'Intérieur, lui aussi avec l'ensemble de ses équipes, est en ordre de marche pour identifier les vulnérabilités et faire en sorte, évidemment, de pouvoir les mettre en évidence et de les corriger. Et aujourd'hui, police-gendarmerie, vous considérez que vous avez les ressources nécessaires pour... Alors il y a un effort qui a été fait sur ces dernières années pour augmenter en termes de moyens financiers, en termes de moyens en personnel, pour la formation des personnels. D'ailleurs, la LOPMI évoquait la création de 1500 cyber-investigateurs supplémentaires. Et aujourd'hui, on n'a eu qu'une croissance de nombre de personnels formés. Si je prends l'exemple de la gendarmerie, quand je suis arrivé au ComCyber Gendarmerie à l'époque, en 2022, il y avait 7500 cyber-gendarmes. Aujourd'hui, on en a 9500, on en aura 10 000 à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc les moyens sont mis en place pour justement faire face. Pour conclure en une poignée de secondes, Général, un conseil que vous souhaiteriez donner à nos citoyens pour se prémunir peut-être avant et pendant les Jeux Olympiques ? Alors on a un point majeur aujourd'hui qui peut vraiment concerner le citoyen, c'est tout ce qui est achat de billets. S'il y a un conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de contacter le site officiel de Paris 2024 pour savoir où acheter ses billets, où acheter des billets d'occasion, où acheter un combo complet location, billets et autres. Parce qu'aujourd'hui, on a une multitude de sites qui fleurissent. D'ailleurs, les gendarmes de l'unité nationale cyber ont réussi à en identifier 250. 50 ont été fermés, dont une partie aux États-Unis. C'est un vrai sujet sur lequel on travaille déjà depuis plus d'un an. Donc un site qui ouvre, les gens prennent la monnaie et puis le site ferme. Alors, et puis on reçoit la monnaie, jamais vous ne recevrez de billets. Le site va fermer, il va peut-être réapparaître ailleurs. C'est une vraie course et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler côté police, côté gendarmerie, jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Général Christophe Husson. Restez avec nous, on marque une courte pause et l'on se retrouve pour évoquer la suite de cette menace cyber qui va tous nous concerner au quotidien. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants ici sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans ce numéro spécial Vie numérique pendant les Jeux Olympiques, j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième invité. Il est le président de la Fédération française de cybersécurité, David Hofer. Bonjour. Bonjour Vanessa. David, pour commencer, j'ai envie de vous demander, c'était inconscient d'organiser les Jeux Olympiques 2024 à Paris? Est-ce qu'il y avait d'autres solutions? Les Jeux Olympiques, c'est d'abord un très bel événement pour tout le monde. Donc, je pense que c'est une très belle opportunité pour la France. Et puis, si on regarde ça depuis ma fenêtre de la cybersécurité, je pense que c'est aussi un très beau défi pour tout le monde. C'est aussi finalement une opportunité pour informer le citoyen de la problématique cybersécurité dans son ensemble. Parce que le sujet de la cybersécurité, c'est un sujet qui est souvent un petit peu ignoré, qui est un peu... pas mis sous le tapis, mais on va dire on n'en a pas forcément conscience des risques. Et donc, en fait, à cette occasion, eh bien, on va pouvoir parler, et on parle de cybersécurité. Justement, on en parle beaucoup cette semaine, puisqu'il y a eu quand même 2 attaques d'une ampleur inédite, comme on vient de l'évoquer, notamment celle au niveau des services de l'État. Donc, la cyberattaque a été revendiquée par différents groupes de hackers réputés pro-russes. Pour vous, l'objectif est économique ou politique ? Alors, les cyberattaques, on en vit en fait depuis des années. C'est pas quelque chose de nouveau en soi. Après, certains disent que ça vient des Russes. Bon, il y a, comme nous le rappelait le général Husson, il y a une enquête en cours. Donc moi, je peux pas me prononcer, mais des cyberattaques qui viennent de la Russie et de leurs alliés, on en vit depuis des années. Moi, j'en ai traité déjà depuis 5, 6, 7 ans. Et on arrive à remonter jusqu'à un certain point à la source de ces cyberattaques. Alors,
politique ou économique. Il y a un peu des deux. Et en fait, un coup, ça peut être politique, un coup, ça peut être économique. Et puis, des fois, le politique rejoint l'économique. On sait très bien, par exemple, que la Corée du Nord finance une partie de ses activités avec des cyberattaques. Concrètement, pour tous les citoyens qui nous écoutent, cela peut aussi nous sembler un petit peu loin, mais une cyberattaque, quelle peut être la conséquence dans le quotidien d'un citoyen alors ? Dans le quotidien d'un citoyen, alors, il y a beaucoup de sujets. Premièrement, quand on parle de cyberattaque, on le rappelait tout à l'heure, il y a différentes typologies de cyberattaques. Il y a des cyberattaques qui visent finalement et qui sont liées à la cybercriminalité, qui visent soit à prendre des rançons, soit à voler de la donnée. Dans le cadre des rançons, on comprend très bien le sujet, c'est de prendre de l'argent. Et puis dans le cas du vol de données, ça c'est un petit peu plus problématique parce que finalement, les entreprises sont très conscientes de ce sujet parce qu'on a une réglementation qui est la RGPD, la réglementation générale sur la protection des données, et on en parle régulièrement depuis plusieurs années, donc les entreprises en prennent conscience. Mais dans le quotidien, le citoyen ne comprend pas encore aujourd'hui quel est l'impact. Voilà, 43 millions de données qui sont prises au Pôle emploi, France Travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que font les criminels avec les données qui ont fuité. Expliquez-nous. Il y a pas mal de sujets. Alors, on va être un peu anxiogène ou pas trop. Usurpation d'identité, tentative d'ouverture de compte avec de fausses identités. Et puis, dans des cas extrêmes, on peut aller jusqu'à l'ouverture d'entreprises offshore pour faire du blanchiment d'argent. Et peut-être soyons un peu fous et anxiogènes 2 minutes, se faire arrêter pendant ses vacances dans un pays étranger à la frontière par les autorités locales pour blanchiment d'argent parce qu'il y a eu des mouvements financiers avec une identité qui a été usurpée. D'accord. Donc le corollaire, parce qu'on va être aussi un petit peu positif, c'est que cette actualité fait que les sociétés de cybersécurité naissent de jour en jour et se multiplient de jour en jour. Donc ça crée une activité économique qui est prospère. Alors, une activité économique prospère, oui. La cybersécurité, en fait, elle évolue pas forcément de manière proportionnelle à la menace. La menace a toujours été présente. En fait, ce qui évolue, et c'est la politique de digitalisation et de numérisation de l'économie qui a fait qu'en fait, on a de plus en plus d'entreprises et de plus en plus, finalement, d'échanges entre les entreprises et entre les citoyens qui passent par le numérique. Donc, c'est un état de fait. On a eu notamment la période Covid qui a obligé finalement les entreprises à faire du télétravail. Donc, forcément, à partir du moment où on démultiplie l'utilisation du numérique, on démultiplie aussi les opportunités pour les cybercriminels. Et donc aussi, on crée de l'activité pour des entreprises qui vont intervenir en fait pour essayer de sécuriser le tissu économique. Donc ça, effectivement, on n'a encore aujourd'hui pas assez d'entreprises et pas assez de bras pour justement aller faire tout le travail qui est nécessaire. Donc ça veut dire qu'on est bien équipé pendant ces Jeux Olympiques ou bien on va quand même avoir besoin d'un complément des institutions parce que... Alors de toute façon, les institutions sont mobilisées. Général Husson l'évoquait tout à l'heure, les institutions sont mobilisées au premier plan. L'impact en fait des JO, il est très large parce qu'il y a les services de l'État bien sûr, il y a également les entreprises tierces et puis il y a toutes les PME, toutes les entreprises privées aussi qui finalement vont avoir à traiter de l'activité. Les hôtels, je prends ça comme exemple parce que tout le monde comprend avec les gens qui vont venir, les restaurants, les entreprises de services qui sont associées, les entreprises de transport public, les sociétés d'autoroutes, enfin tout le monde va être impacté par finalement cet événement et donc tout le monde est mobilisé. Donc finalement, ça donne aussi du travail pour tout le monde. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'organisation des JO vient aussi avec des systèmes d'information qui lui sont propres. Il y a un peu plus de 1200 de mémoire systèmes d'information différents qui vont venir, qu'il va peut-être falloir également aider. Donc, il y a des entreprises françaises aussi qui travaillent avec l'organisme, le service d'organisation des Jeux Olympiques également pour faire de la cybersécurité. David, vous auriez une recommandation concrète pour les patrons de PME et les artisans qui ont des petites entreprises dans ce contexte cyber ? Oui, alors la recommandation, c'est surtout ne pas mettre la cybersécurité sous le tapis. C'est-à-dire que c'est un sujet, il faut s'en préoccuper, c'est un vrai sujet d'actualité et il faut arrêter de croire que ça n'arrivera jamais, que ça arrivera que chez le voisin,
parce que finalement, tout le monde va être touché à un moment ou à un autre. Et c'est un sujet qu'il faut absolument prendre à bras-le-corps. Merci beaucoup, David Offer. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes président de la Fédération française de cybersécurité. Notre troisième invité, Thomas Kérien. Thomas, bonjour. Donc, vous êtes directeur associé au sein du cabinet de conseil Eggers Conseil et vous protégez notamment les entreprises du risque cyber. Et vous allez nous parler justement d'un risque silencieux qui peut tous nous concerner pendant les Jeux Olympiques, puisqu'il s'agit du risque alimentaire. Donc ça, on l'imagine peu. Mais voilà, il y a une menace sur notre approvisionnement alimentaire. Dites-nous-en un petit peu plus. Bonjour Vanessa, oui, effectivement. C'est vrai que c'est pas forcément évident de faire le lien comme ça, de prime abord, entre cybersécurité ou menace de cybersécurité et alimentation. Alors vous me croirez ou pas, Vanessa, quoi qu'il en soit, votre salade César préférée, votre steak haché... Comment vous le savez? Votre steak haché ou votre burger sont connectés à Internet et sont connectés à Internet bien avant d'arriver dans votre assiette. Concrètement, pourquoi ? Concrètement, parce que vous imaginez bien que tous ces produits n'arrivent pas dans votre assiette tout seul comme ça par hasard. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans votre assiette grâce finalement à une chaîne d'acteurs, assez importante qui conçoivent, qui produisent, qui développent et surtout qui viennent distribuer. Assez concrètement, prenons cet exemple du steak haché. Mmh. Alors vraisemblablement peut-être que ceux qui nous écoutent en ont mangé ce midi. Dans un steak haché, on peut trouver plus d'une dizaine finalement de morceaux de bovins différents. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que pour produire ce steak haché qui va arriver dans votre assiette, eh bien, il aura fallu une grande chaîne d'acteurs, et parmi ces acteurs, on va retrouver les fournisseurs de la nourriture qui a été utilisée, les industriels qui ont fait les médicaments que ces bovins auront reçus, puis l'éleveur, les éleveurs, les transformateurs, les producteurs. Et puis après, on aura dans la chaîne de distribution, les transporteurs, les transporteurs, les entrepôts, vous voyez. Et donc, l'ensemble de ces acteurs, tous ces acteurs échangent tout le temps et tous les jours un grand nombre de données qui sont des données sensibles. Et c'est dans le monde digital. Dans le monde digital, exactement. Et donc, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est qu'à chaque étape de ce processus, le hacker peut intervenir pour couper cette chaîne d'information et piller les données. C'est un peu ça qui peut se passer. C'est exactement ça. C'est qu'à partir du moment où il y a du digital, eh bien, il y a du risque. Concrètement, les risques, c'est quoi ? C'est au niveau de la chaîne du froid ? C'est des dates de péremption qui seraient falsifiées ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Eh bien, vous lisez dans mes pensées. Et effectivement, très, très concrètement, on a deux grandes typologies d'actions de la part de ces hackers. Ils peuvent prendre la main, finalement, sur des systèmes de sécurité ou des systèmes opérationnels. Notamment, ils peuvent prendre la main sur la gestion de la température ou la gestion du froid dans des entrepôts frigorifiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que dans ces entrepôts, on peut avoir plusieurs milliers ou plusieurs millions d'euros de valeur marchande de marchandises. Et si vous récupérez pas la main, c'est autant de perdus et c'est surtout autant qui ne sera pas distribué dans la chaîne alimentaire. Concrètement aussi, on a des cas très précis où les cybercriminels, finalement, rentrent dans les systèmes d'information et vont aller corrompre ou vont aller falsifier de l'information qui est de l'information critique. Et vous le disiez, vous la nommiez, cette information critique. On est sur de la date de péremption, on est sur du numéro de lot, on est sur de la traçabilité. Tous ces éléments, finalement, qui sont des éléments légaux, qui sont des éléments obligatoires. Et si on ne récupère pas la main sur ces éléments, eh bien, qu'est-ce qui nous attend ? On va être obligé de détruire. Parce qu'à partir du moment où il y a un risque, là, on parle pas de sécurité alimentaire, on parle de sécurité sanitaire. C'est-à-dire que la sécurité sanitaire, c'est bien l'obligation d'aller protéger les populations contre un risque santé. À partir du moment où il y a un doute, il n'y a plus de doute, il faut détruire. Et très concrètement, pour nous, consommateurs, eh bien, qu'est-ce qu'on peut risquer ? Il n'y a pas de risque de santé parce qu'on est en France, parce que c'est quand même ultra maîtrisé et qu'on n'a pas eu de gros risques de santé depuis très très longtemps. Par contre, qu'est-ce que l'on peut risquer ? Eh bien, c'est ce manque. On pourrait avoir, et on a déjà des fois, des ruptures dans les approvisionnements, en tout cas des ruptures dans la disponibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Il y a notamment une grande chaîne de fast-food internationale qui fait du burger, qui a comme politique vis-à-vis de ses franchisés de dire si sur notre produit phare il manque un seul produit, si on n'est pas capable de produire et de vendre le produit phare de notre enseigne, alors c'est le restaurant qui ferme. Par exemple, s'il n'y a pas de tomates dans mon burger, le restaurant ferme. Enfin, je ne veux pas distribuer mon burger. S'il n'y a pas de tomates dans un des burgers, alors que vous avez de la tomate pour tous les autres burgers, parce que c'est pas forcément la même tomate, c'est pas forcément les mêmes produits. Généralement, c'est plutôt le steak ou le bun, le pain qui vient manquer. Alors je ferme le restaurant complet. Ce qui est un manque à gagner colossal pour le restaurant, mais ce qui est aussi, surtout, évidemment, ce qui a un impact sur l'image de marque de l'enseigne. Alors, concrètement, les acteurs qui sont concernés dans cette chaîne peuvent anticiper. Qui sont-ils? Ce sont les grandes enseignes de distribution, ce sont les marques de restaurateurs, ce sont les petits commerçants également. Qui est concerné et comment peuvent-ils se protéger? C'est surtout ça pour ne pas être anxiogène. Alors, concrètement, qui est-ce qui est concerné? Je dirais qu'à partir du moment où il y a du digital, à partir du moment où il y a du numérique, on est concerné. Et comme il y a du numérique partout, eh bien tout le monde est concerné. Qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne essentiellement quand même les grandes enseignes de restauration, les grandes enseignes de fast-food, les grands grossistes distributeurs et la grande distribution. Voilà. Qui sont ceux qui seront le plus impactés, parce que ce sont ceux qui ont les plus gros volumes. Mais c'est aussi ceux qui sont le plus en responsabilité. Et notamment, alors pour rentrer peut-être un tout petit peu dans la technique, la responsabilité est quand même prise et portée par ce qu'on appelle la direction de la supply chain, qui sont les grands patrons, les grands ordonnanceurs, finalement, de toute cette chaîne d'approvisionnement et de distribution. Et donc c'est à eux, c'est à ces personnes-là, finalement, de s'assurer qu'on a bien mis en place les bonnes études, les bonnes analyses et surtout les bons plans et les bonnes actions de manière à ce que le risque soit identifié, mesuré, piloté et mis sous contrôle sur l'intégralité des maillons de cette chaîne de distribution pour notre plus grand bonheur à nous, consommateurs, pour qu'on ait nos burgers préférés. Merci beaucoup Thomas Guérien. Je rappelle, Eggers Conseil, c'était très clair. Le mot de la fin, Général Christophe Husson. On entend beaucoup de scénarios qui sont un peu anxiogènes. Les hackers sont aussi des gens qui sont très créatifs et innovants. Sans rentrer dans les coulisses, comment vous travaillez? Vous avez toute une série de scénarios qui sont déjà anticipés, ou alors comment on travaille dans le commandement de la cybersécurité? Notre métier, c'est aussi de faire de la planification, donc d'essayer d'identifier les menaces bien en amont et comment on peut y répondre et de mobiliser l'intégralité des personnels. Et puis c'est aussi de mettre en place des exercices de manière à en tirer des retours d'expérience et améliorer aussi nos process, et de travailler évidemment avec l'ensemble des acteurs qui ne sont pas uniquement au sein du ministère, mais avec les autres ministères et les acteurs privés. Donc tout ça, c'est très vaste, c'est très global, mais dans le domaine du cyber, on ne peut pas travailler seul, on doit vraiment travailler en collaboration forte. Donc tout repose sur la planification, l'anticipation, les exercices et surtout les enseignements qu'on peut en tirer avant que les attaques n'arrivent. Comment vous vivez ce moment? C'est un véritable défi, les gens sont engagés, passionnés. Quel est un peu le climat par rapport au contexte? C'est un vrai défi bien sûr, mais les personnels aujourd'hui qui font partie du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, qui font partie de l'ensemble des services judiciaires en matière de cyber, sont très engagés, sont très motivés. Effectivement, c'est un beau défi à relever, mais qu'on relèvera de manière collective tous ensemble. Merci beaucoup, Général Christophe Husson. Merci David Hofer. Merci Thomas Guérien. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.